Je m'appelle Eden Boeuf et donc ma famille a vécu la déportation, la Shoah, mon arrière-grand-mère, ses sœurs, ses frères euh, et son père. Donc et quand je lui demandais, elle me disait je te raconterai plus tard, je te raconterai plus tard. Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais vous raconter mon histoire. Je vois le jour en Algérie le 7 juillet 1923. Je suis issue d'une famille française et juive. Mon père, Nessim, épouse ma mère Rachel et ont eu 10 enfants. Reine, Edmond, Juliette, Léon, moi, Alice, Yvette et Denise. Nous arrivons en France en 1938. Mon père occupait un poste de cantinier dans l'armée car il était revenu mutilé de la Première Guerre mondiale. Nous vivons d'abord à Sens, puis à Besançon. La débâcle, en 1940, nous force à descendre à Marseille, chez une de mes tantes, qui tient un bar sur le Vieux-Port. J'ai alors 14 ans. Mon père loue un bar-restaurant rue Scaramelli dans le quartier de Saint-Barnabé. L'occupant allemand arrive à Marseille en 1942 et nous subissons les lois antisémites. Mon père reste confiant. Nous sommes français, mon père est mutilé de la Première Guerre mondiale, c'est donc sans problème que nous nous faisons recenser. En septembre 1943, mes frères, Edmond et Léon, sont dénoncés et arrêtés par la milice française. Le parcours de Léon. Grâce aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, de celles d'Arolsen en Allemagne et aux fiches de déportation de Drancy, fournies par le mémorial de la Shoah, nous avons pu retracer le parcours de Léon, dont la fin était inconnue de la famille. Léon Lashkar, né le 12 janvier 1921 à Gazoui, anciennement Nemours, une ville en Algérie. Il arrive avec sa famille, en France, en 1938, et vit une vie simple en occupant un emploi de tailleur. Léon aurait dû rejoindre, avec son frère Edmond, le STO, mais fait acte de résistance en se cachant pour prendre le maquis. Les deux frères sont dénoncés et arrêtés à Marseille en septembre 1943 par la milice pour motif racial. Ils passent probablement par les Baumettes avant d'être envoyés à Drancy le 15 décembre 1943, en même temps que son frère et sa belle-sœur. Selon les archives, il est de nouveau déporté avec Edmond et Esther et arrive à Auschwitz le 22 décembre 1943. Là-bas, il est sélectionné au travail forcé. Il y survit. Le 26 janvier 1945, il part d'Auschwitz pour faire les marches de la mort et rejoindre le camp de travail pour hommes à Buchenwald. Les archives nous apprennent que Léon s'éteint tragiquement le 6 avril 1945, seulement 2 jours avant la libération du camp, le 8 avril 1945, par les Américains. Léon Lashkar a survécu plus d'1 an et 7 mois entre les mains des nazis, sous les tortures physiques, psychologiques et après un long processus de déshumanisation. Mais il n'aura pas eu la chance de retrouver une vie semi-normale, marquée par les épreuves de son histoire. Malgré la tristesse de son parcours, la famille Lashkar a apprécié savoir ce qui lui était arrivé. Ma belle-sœur, Esther, rejoint son mari Edmond et se rend à la Gestapo, au 434 rue Paradis, à Marseille. Les destins d'Edmond et Esther Lashkar. Edmond est le frère aîné de Lucie. Il est né à Telsem en Algérie, sur le littoral nord-ouest, le 25 août 1912. Esther Sebag est originaire de Casablanca au Maroc. Elle est née le 19 décembre 1922. Ils sont tous les deux juifs. En France, ils se marient et ont une petite fille qu'ils appellent Liliane le 19 décembre 1940. Lui est comptable et elle couturière. La vie d'Edmond et Esther bascule quand Edmond et Léon se cachent pour ne pas faire le STO. Ils sont dénoncés et arrêtés le 9 septembre 1943. Ils sont arrêtés par la milice française. Ils se cachaient dans une maison de la Blancarde car ils voulaient prendre le maquis. En attestent les fiches de déportation de Marseille qui prouvent leur arrestation pour motif racial. En apprenant cette nouvelle, Esther a le courage de suivre son mari et part se dénoncer à la Gestapo. Nous supposons qu'ils séjournent au Baumettes, mais nous en ignorons la durée. Puis ils sont envoyés à Drancy. Nous avons la preuve de leur passage dans les archives et leurs fiches de déportation avec leur matricule. Ils restent jusqu'au 17 septembre 1943 et partent pour Auschwitz dans le convoi numéro 63. Il est noté dans les archives qu'ils seraient morts en arrivant, mais il faut savoir que tous deux étaient jeunes et que donc ils ont probablement été sélectionnés pour le travail. Cette date apparaît car ils sont morts de leurs conditions de détention et que nous n'avons pas de traces de leur décès. La plupart des archives du camp ont été rapatriées en Allemagne ou détruites après la libération des camps fin janvier 1945. En outre, des témoins auraient vu Esther dans le camp de travail. Une chose est certaine, les femmes et les hommes étaient séparés. Nous avons vu les différents paratements à Birkenau lors du voyage d'études. Et donc, ils n'ont malheureusement pas pu se revoir. Nous avons retrouvé leurs noms ainsi que ceux de la famille Lashkar dans les grands livres présents dans le camp d'Auschwitz. Edmond avait la volonté de résister à la déportation en refusant le STO, mais aussi en rentrant dans le maquis. Sa femme Esther a eu le courage de se livrer à la Gestapo. Leur déportation ne leur a malheureusement pas permis de sortir du processus génocidaire. Edmond s'est éteint vers l'âge de 30 ans et sa femme avait à peine entre 22 et 24 ans.
Ma mère lui prend leur fille, Liliane, âgée de 2 ans, et lui sauve la vie sans le savoir. Le destin de Liliane. Liliane est la fille d'Esther et Edmond. Elle est née le 30 décembre 1940 et elle perd ses parents à 2 ans et demi. Son histoire est assez mouvementée. Quand Edmond et Léon sont dénoncés en 1943, Esther part rejoindre Edmond qu'elle veut suivre. C'est Rachel, la mère de Lucie, qui lui enlève sa fille des bras pour la garder. Sans le savoir, Rachel sauve la petite fille d'une mort certaine à Auschwitz. Il faut savoir que l'espérance de vie des enfants, surtout très jeunes, est nulle. Ils ne passent pas les sélections. Le mur des enfants au mémorial de la Shoah est rempli de photos d'enfants tués pour la grande majorité dès leur arrivée à Auschwitz. Durant l'occupation, Liliane est confiée à Reine, la grande sœur de Edmond. Elle a déjà une fille issue d'un premier mariage. Toutes les trois sont cachées par un résistant non juif prénommé Célestin Manouchi et qui prend soin d'elles durant l'occupation. Elles survivent ainsi. À la fin de la guerre, Reine épouse Célestin, avec qui elle veut 2 autres enfants, Nessim et Marcel. Elle devient la tutrice légale de Liliane après la guerre. Elle vit aujourd'hui en Corse avec son mari. Cette histoire montre le courage de Célestin. Il a ainsi sauvé 3 vies au péril de la sienne. Il n'a jamais demandé à faire partie des justes parmi les nations. Pourtant, c'est un héros. Il est resté anonyme. Josiane, Liliane et Reine ont ainsi résisté à la déportation en se cachant. Le 18 avril 1944, un gendarme sympathisant nous avertit que l'arrestation est proche, mais c'est déjà trop tard. Nous sommes arrêtés, mon père, Yvette la plus jeune, âgée de 15 ans, Alice, Juliette et moi-même. Mon futur beau-frère, Célestin Manouchi, montre ses papiers car il n'est pas juif et va chercher Reine, sa fille Janine ainsi que Liliane. Il cache ainsi aussi ma mère ainsi que ma plus jeune sœur Denise avant le départ pour Châteauneuf-les-Martigues. Nous passons 3 jours au siège de la Gestapo, puis 8 jours dans la prison des Baumettes. En décembre 1942, le camp d'Émile, camp de transit d'Aix-en-Provence, ferme ses portes. Il faut savoir que la prison des Baumettes n'a pas achevé sa construction, mais dès 1940, elle sert de logement pour 50 000 Indochinois qui viennent remplacer les hommes qui sont partis au front. Les conditions sanitaires et de vie sont atroces. En 1942, elle sert de caserne pour la Gestapo côté hommes et de prison pour la police française côté femmes. En décembre 1942, elle est dirigée par un milicien manchot qui la transforme en camp de transit avant la déportation. Dans la prison subsiste une plaque commémorative datant de 1970 stipulant en mémoire de ceux qui sont arrêtés, déportés. Nous supposons que Edmond, Léon et Esther sont passés par là en septembre 1943. Nous n'avons pas de preuves écrites, mais nous savons que Yvette, Lucie, Nessim, Alice et Juliette y sont passées et sont restées 8 jours avant de prendre la route vers Drancy, via la gare Saint-Charles. Transit en camion vers la gare Saint-Charles où nous effectuons le voyage vers Drancy dans un wagon de 3e catégorie. Petit point historique sur les fiches de déportation de Drancy prêtées par le mémorial de la Shoah. Située dans la banlieue est de Paris, à 4 km de la capitale, Drancy est une ville plutôt ouvrière. Elle possède un ensemble d'habitations dénommé Cité de la Muette et composée d'une longue bâtisse de 4 étages en forme de U, flanquée de 5 tours. Le camp devient à partir de mars 1942 le camp de rassemblement et de transit en vue de la déportation de tous les juifs de France, ce qui lui confère un rôle majeur dans les persécutions anti-juives perpétrées en France pendant la Seconde Guerre mondiale. 63 convois sont formés et partent de la gare du Bourget-Drancy jusqu'en juillet 1943, puis de la gare de Bobigny. Ils emmènent au total 65 000 personnes vers les camps de mise à mort, principalement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Chaque individu a une carte personnelle avec son matricule, c'est-à-dire un numéro administratif et la lettre B qui signifiait « déportable ». Cette fiche de déportation nous renseigne à la fois sur la durée du séjour, la déportation, le lieu de résidence, mais aussi la nationalité. Il est intéressant de noter que la famille Lashkar est considérée française, mais déportable. On nous annonce que l'on va partir prochainement pour travailler. Juliette a alors 27 ans, Alice 18, Yvaine à peine 15, mon père 59 ans et moi 21 ans. Sur le graffiti effectué par Yvette sur le mur de Drancy, on peut lire des bribes d'inscriptions que les historiens ont décryptées de la façon suivante. Lashkar, déporté le 20 mai 1944. En croisant les informations avec les archives et les témoignages de Yvette et Lucie, nous savons que la déportation de la famille Lashkar a effectivement eu lieu à cette date. Ainsi, à travers ce graffiti, la famille Lashkar a pu laisser une trace de son passage pour montrer une certaine forme de résistance. Il était dangereux de faire de tels actes. D'autres familles ont laissé la trace de leur passage et de leur déportation et ont eu la volonté d'écrire pour résister. Décrypté et restitué en 2011,
Cette restauration a permis l'émergence de témoignages poignants de victimes de la Shoah en France. Nous partons dans le convoi 74, dans un wagon à bestiaux, entassés les uns sur les autres, avec mon père qui ne peut ni s'asseoir ni s'allonger. Nous ne pouvons ni boire ni manger. Nombreux sont ceux qui perdent leur dignité en s'urinant dessus ou qui ne supportent pas le voyage et meurent. Quand nous descendons du wagon, au bout de 3 jours, nous sommes désorientés. Les Allemands nous crient dessus et nous frappent. Mon père sera dans une autre file que la nôtre. Nous comprenons après quel fut son destin tragique. Nessim est né le 11 décembre 1884 à Tlemcen, en Algérie, et arrive en France avec sa famille en 1938. Il a survécu à la Première Guerre mondiale, mais il est mutilé de guerre. Il obtient un poste comme cantinier dans l'armée. Au moment de la débâcle, la famille redescend dans le sud de la France, à Marseille. Il est croyant. La famille est dénoncée en avril 1944 par des voisins. Les membres arrêtés sont Lucie, Yvette, Alice et Juliette, ainsi que Nessim. Ils sont enfermés à la Gestapo, rue Paradis à Marseille. Les archives attestent de leur présence pendant 8 jours au Baumette. Puis, ils sont amenés dans un wagon de 3e catégorie à Drancy. Les sœurs supplient les gendarmes d'enlever les menottes à leur père, et il est libéré durant le voyage. Nous pouvons le voir sur les fiches de déportés de Drancy et sur le graffiti laissé par Yvette. Le voyage à Auschwitz est terrible pour Nessim, car le wagon à bestiaux est plein. Il ne peut ni s'asseoir ni s'allonger durant 3 jours. Il est également privé de nourriture et d'eau pendant 3 jours. Un vrai calvaire. Il a alors 59 ans. Quand le convoi 74 arrive enfin, les Juifs sont sélectionnés sur la Judenramp. Nessim descend du wagon et ramasse des feuillets de la religion qui étaient dispersés. Il sent la fin approcher et le dit à ses filles. Il est en effet sélectionné sur la 2e file et ne prend pas la même direction qu'elle. Rappelons que l'espérance de vie des plus de 40 ans était faible. Seuls les hommes et femmes valides étaient jugés aptes au travail et avaient une faible espérance de survie. Nessim avait 59 ans et il était mutilé de guerre. Il n'a eu aucune chance de survie. Ses filles découvriront assez vite son sort terrible. Il a été probablement gazé, puis incinéré dans un four crématoire comme la majorité des déportés juifs, tziganes, homosexuels ou opposants politiques arrivant de toute l'Europe. Quand nous avons visité Birkenau, les chambres à gaz étaient détruites, ainsi que les crématoires. Par contre, à Auschwitz, nous avons pu rentrer dans ces pièces macabres et comprendre comment les nazis ont pu assassiner aussi rapidement leurs victimes. Tout était fait pour industrialiser la mort de la manière la plus efficace. C'est ce qui explique le nombre important de personnes ayant perdu la vie dans ce camp de mise à mort et de concentration. Nessim n'a pas pu résister à sa déportation et a perdu la vie. Nous sommes donc sélectionnés pour le travail avec mes sœurs. Je prends le matricule 5544A et nous sommes rasés et tondus des pieds à la tête. Ma sœur Yvette se révolte. Yvette est la plus jeune des sœurs déportées. Elle naît le 12 octobre 1928. Elle est arrêtée en même temps que Lucie, Juliette, Alice, ainsi que son père Nessim. Elle a à peine 15 ans. C'est la plus jeune, mais aussi la plus impulsive des 4 sœurs. Elle se révolte la première fois dans le camion qui les emmène au Baumette, quand le milicien qui les accompagne leur demande l'argent qu'ils ont sur eux. Elle l'insulte, et Nessim lui demande d'arrêter pour ne pas aggraver la situation. Elle fait le même voyage en famille jusqu'à Drancy et part de Drancy vers Auschwitz. Elle laisse la trace du passage de sa famille en faisant un graffiti sur un mur en plâtre de Drancy. Elle écrit donc pour résister. Le voyage entre Drancy et Auschwitz est une véritable épreuve pour l'enfant qu'elle est. Elle assiste impuissante au tri sur la Judenramp et malgré son âge passe le stade des sélections en partant pour le travail. Elle voit son père partir dans une autre rangée que la sienne. Il avait compris que c'était la fin. Elle se révolte à nouveau. Au moment du rasage et du tatouage, elle ne supporte pas de voir sa sœur Juliette se faire tondre ses magnifiques cheveux. Elle est frappée avec une chaise et une responsable lui verse un liquide qui lui brûle les cheveux jusqu'à la racine. Ses cheveux ne repousseront jamais. Yvette portera des perruques toute sa vie. Elle est marquée à jamais dans sa féminité. Sa détention est un véritable calvaire. Un homme tente d'abuser d'elle, mais elle se révolte encore. Puis, elle voit ses amis mourir et enfin souffre affreusement de la faim. Son témoignage se fait moins précis par la suite, car elle endure beaucoup de souffrances et avoue qu'elle avait de moins en moins de moments de lucidité et ne parvient plus à se battre. Elle survit comme elle peut. Elle ne fait pas les marches de la mort avec Juliette, car elles sont séparées. Elle part à Theresienstadt. Durant les 8 jours de voyage, elle mange des herbes des champs pour survivre. Elle fait alors 29 kilos. Comme Lucie, Alice et Juliette, elle a survécu à sa déportation, à la déshumanisation. Elle a donc résisté à la déportation en survivant et en refusant de se laisser faire.
Commence alors le long calvaire, des appels interminables par tous les temps. Il fallait rester des heures entières debout afin que les nazis nous comptent et nous recomptent. Ensuite venait la distribution de la maigre ration de pain qu'il fallait garder précieusement pour ne pas se la faire voler. Nos conditions de vie et de travail sont épouvantables. La maladie, la dysenterie consumaient nos corps frêles et malmenés par la sous-nutrition. Il existe tout de même des moments de camaraderie, notamment avec les Hongroises ou les Russes, qui sont plus sympathiques que les Polonaises, qui sont jalouses. Je me rappelle que ma sœur Juliette se privait pour nous et nous donnait son pain. Je pars à plusieurs reprises pour le Revier, pour diverses maladies. Je suis tellement maigre, je suis même sélectionnée pour la chambre à gaz par le docteur Mengele, et c'est une capot qui me sauve la vie en me donnant une robe afin que je me rhabille. Au moment de la libération imminente du camp, les SS arrivent dans le bloc et tirent sur les malades. Je suis tellement maigre et cachée par des cadavres qu'ils ne me voient pas. Nous restons donc avec quelques rescapés qui n'ont pas eu la force de faire les marches de la mort. Mes sœurs, elles, sont parties vers Ravensbrück et Theresienstadt. Les Russes viennent libérer le camp. C'est le 27 janvier 1945. Ils vont passer des mois à me nourrir à la petite cuillère afin de me permettre une réadaptation à l'alimentation. Je pèse alors 23 kilos. Je suis rentrée la dernière en juillet 1945. Ma famille, qui était à Marseille, me pensait morte. J'ai mis 2 ans à me réadapter à la vie normale, à me réhumaniser. J'ai rencontré Vidal, mon mari, lors d'un bal, et j'ai été heureuse. Nous avons eu 4 enfants. Lucie rencontre Vidal Cohen lors d'un bal en 1947, soit 2 ans après être revenue d'Auschwitz. Nous n'avons pas eu accès à des archives le concernant. Vidal Cohen est né le 30 janvier 1925, il est juif. Durant l'occupation, il parvient à échapper à la milice et à la Gestapo. Il est arrêté une première fois à Manosque en 1942. Il est alors forain. Et c'est un commandant italien qui l'aide à s'échapper de la prison en laissant la porte ouverte, ce qui lui permet de réussir à s'enfuir. À partir de cette date, il part vivre dans un quartier dans les hauteurs de Marseille, vers Madras. Il se fait faire de faux papiers et prend la nationalité italienne sous le nom de Coccini. Il échappe ainsi à l'arrestation et à la déportation. D'après Isaac, son fils, il participe au règlement de compte du boulanger collaborateur rue de la République à Marseille. Vidal Cohen rentre dans l'armée pendant 2 ans après la guerre. Lucie nous a raconté qu'ils étaient tous les deux très différents. Elle le trouvait courageux et plein d'audace. Il la comblait de bonheur et se montrait compréhensif et compatissant face à la lourdeur du passé de sa femme. Lucie et Vidal se sont mariés en 1947. 1 an après, naît leur première fille, Monique. Ils ont eu par la suite Isaac et Josiane et Nessim. Vidal s'est éteint le 1er juin 1978 à l'âge de 53 ans. Lucie ne s'est jamais remariée par la suite. Vidal est aussi un visage de la résistance à la déportation. Il a su s'échapper à Manosque et échapper à la déportation. Il s'est caché et a changé d'identité pour ne pas être pris pendant l'occupation. Je n'ai jamais pardonné aux nazis, mais aux Allemands, oui. Je suis restée croyante par fidélité à mon père. Avec mes sœurs, nous avons résisté à la déportation en survivant aux conditions abominables de détention à Auschwitz. Nous sommes l'exemple même de la résistance, car nous avons survécu et apprécié la vie. Nous avons eu une descendance. J'essaye de témoigner inlassablement pour que le monde ne revoie plus de pareilles horreurs. Lucie Lachkar, et c'est mon arrière-grand-mère. Lucie avait accepté une interview en octobre 2023. Afin que nous puissions partager ses mémoires et comprendre la Shoah. Son témoignage nous a permis de reconstituer sa vie à partir d'archives. Le mémorial de la Shoah nous a permis un voyage d'études sur Paris et Auschwitz. Afin que nous puissions comprendre son destin. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Et à l'aide aussi apportée par les archivistes des Bouches-du-Rhône. Lucie s'est éteinte le 28 janvier 2024. Dans la nuit tristement célèbre de la libération du camp. Elle avait plus de 100 ans. C'est un véritable déchirement pour nous de travailler sur elle alors qu'elle n'est plus là. Nous aimerions lui rendre hommage et lui témoigner notre reconnaissance à travers ce documentaire. Ce travail prend donc la forme d'un hommage. Mais c'est aussi un message destiné aux plus jeunes, afin que la résistance de Lucie ne s'éteigne jamais et traverse le temps. Merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Au contraire, il faut le dire, que ça revienne plus.